Il est 16 heures pile, hein. On commence à l'heure. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci Gaël Faye d'avoir trouvé le temps dans votre emploi du temps surchargé, pour venir et être présent à Télérama Dialogue. Ça nous fait très plaisir que vous soyez venus. Je pense que ça fait plaisir aussi aux personnes qui sont venues assister à cette rencontre, qui sans doute sont des lecteurs. Vous publiez en cette rentrée Jacaranda, votre deuxième roman, qui est un des livres très remarqués de la rentrée. Jacaranda qui paraît donc alors qu'on commémore en cette année 2024 les 30 ans du génocide des Tutsis, survenu au printemps 1994. C'est votre deuxième roman. Il était déjà évidemment question du Rwanda dans le premier, Petit pays, qui est paru en 2016, qui a été un succès assez hors du commun, qui a rencontré un écho hors du commun. On vous en parle encore, j'imagine. Jacaranda est, comme était Petit pays, un roman d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que les deux livres se répètent. Jacaranda est un livre que moi j'ai ressenti comme étant un livre presque de la maturité, j'oserais dire, un livre qui inscrit qui à la fois inscrit le génocide dans l'histoire, dans 100 ans, plus de 100 ans d'histoire du Rwanda, et qui incarne cette histoire à travers des personnages souvent issus d'une même famille, et dont les générations épousent l'histoire de ce pays. Gaël Faye, quand est-ce que vous avez su qu'avec ce deuxième roman, vous alliez revenir au Rwanda? Est-ce que vous l'avez toujours su? Bonjour, bonsoir. Au départ, je ne souhaitais pas écrire ni sur le Rwanda, ni sur le Burundi, parce que j'avais porté Petit pays pendant quelques années, avec ses traductions à l'étranger, voilà, je sentais que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Donc j'ai commencé un autre roman qui n'avait rien à voir, qui parlait de Freddie Mercury. Et voilà. Et donc je travaillais sur ce roman-là, et plus j'avançais, plus un personnage de Petit pays me hantait, qui est la tante Sébi, qui est le seul personnage dont on ignore le destin à la fin de l'histoire. Et comme pour prendre de ses nouvelles, lui rendre visite, j'écrivais des scénettes. J'étais mal à l'aise avec ce personnage parce que j'avais eu l'impression qu'en tant qu'écrivain, qu'auteur, je l'avais utilisé à mes propres fins. Donc c'était une façon pour moi, ces petites scénettes que j'écrivais, de simplement lui donner le respect qui lui était dû, dans le sens où Sébi ressemble à beaucoup de femmes que je côtoie au Rwanda. Je vis au Rwanda depuis 10 ans, et donc c'est vrai que des femmes survivantes qui ont traversé le génocide des Tutsis, qui ont tout perdu, c'est des femmes qui sont très présentes dans mon quotidien. Et donc c'était, voilà, pour moi, il y avait presque quelque chose de l'ordre de l'éthique. Et plus j'écrivais sur elle, et plus d'autres personnages prenaient vie. Et surtout, plus j'y injectais ce que je vivais et ressentais du Rwanda dans lequel j'évolue. Et peu à peu, je me suis rendu compte que l'urgence, elle était là. C'était d'écrire cette histoire. Et j'ai dit à Freddie Mercury que je repasserai plus tard. Enfin, ce n'est pas vous qui prenez la parole dans le livre, c'est un narrateur qui s'appelle Milan. Je suis frappée parce que vous avez employé le mot éthique, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de vous parler pendant l'été pour préparer un article pour la rentrée pour Télérama, et j'avais déjà été frappée par voilà, ces scrupules, ces questions que vous vous posez. Je me souviens, on avait parlé, outre de Eusébie, que vous aviez l'impression d'avoir abandonné au terme de Petit pays sans lui écrire un avenir.
On avait parlé justement de ce narrateur, de l'idée d'écrire à la troisième personne que vous aviez écarté parce que c'est trop surplombant. L'idée de donner la parole aux générations post-génocide que vous souhaitez voir faire par les jeunes gens rwandais, les jeunes rwandais, et ne pas parler à leur place. Est-ce qu'il y a beaucoup comme ça de questions, quand vous écrivez, beaucoup de questions éthiques qui vous guident, qui vous traversent, qui vous empêchent peut-être parfois? Oui, ça peut sembler paradoxal avec le travail d'un artiste qui est d'être libre et d'aller où il veut. Mais je crois que concernant la région dans laquelle je suis né, j'ai grandi, donc la région des Grands Lacs d'Afrique, c'est une question qui est importante parce que notre histoire, elle nous a été racontée par d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que Hutu et Tutsi, on nous présente médiatiquement, enfin on nous l'a présenté, les choses évoluent peu à peu. On nous a dit ce sont des ethnies, des tribus qui existent depuis la nuit des temps, alors que Hutu et Tutsi, c'est une fabrication coloniale. Avant 1894, avant l'arrivée des premiers colons allemands, il n'y avait pas de différence entre les Rwandais, si ce n'est des différences de classe sociale. Et Hutu et Tutsi étaient des classes sociales, comme il en existe partout. Donc, et on a figé la société rwandaise en la racialisant, voilà, en décrivant les Tutsis comme étant en ayant ces attributs et physiques et moraux, et les Hutus également. Et en plus de ça, on a écrit une histoire qu'on appelle le mythe amitique, qui disait que les Tutsis n'étaient pas des vrais Rwandais, qu'ils venaient d'ailleurs, qu'ils venaient d'Abyssinie, même de plus loin, d'Asie mineure ou du Moyen-Orient. Et donc on a créé cet autre à l'intérieur de la société rwandaise, et c'est cette idéologie-là qui a mené au génocide. Tous ces mythes, toutes ces histoires que l'on nous a contées, que les Rwandais ont fini par intégrer, qui a fini par être la seule réalité, la seule grille de lecture qu'ils avaient d'eux-mêmes, nous a mené au génocide. Et c'est pour ça que on n'écrit pas impunément sur cette question. On doit y aller, je pense, avec beaucoup d'humilité, toujours en se posant la question d'où on parle, pourquoi on parle, de quelle manière on parle, parce que le pire, ce serait de conforter toutes ces idéologies ou de ramener à nouveau une forme un autre mythe, une autre histoire qui donnerait à voir une seule réalité, parce qu'il est question que d'une seule réalité, d'une seule vérité. C'est aussi la raison pour laquelle Jay Kaunda, je l'ai voulu comme une discussion entre plusieurs générations, des points de vue très différents, presque polyphoniques. Il y a un seul narrateur, bien entendu, mais on entend la voix des uns et des autres, on comprend leur cheminement. Et donc c'était aussi un travail de recueillir la parole pour préparer ce roman, de faire des entretiens avec des Rwandais, avec des jeunes gens surtout, parce que cette génération au Rwanda, 3/4 des gens sont nés après 1994, donc il était pour moi essentiel de comprendre la réalité du Rwanda d'aujourd'hui. J'ai connu, j'ai vécu le passé, je me souviens du génocide, je me souviens des années de reconstruction, et je ne sais pas ce que c'est que d'avoir 20 ans aujourd'hui au Rwanda. Et donc tout ça, c'était aussi pour moi un travail, et oui, je me mets beaucoup de contraintes éthiques pour cette raison-là, parce que je n'ai pas envie, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai un écho, je sais que ce que je vais raconter a un écho, et que parfois je suis la seule porte d'entrée pour un certain nombre de personnes sur les histoires de cette région. Eh bien, voilà, j'essaye d'être très précautionneux par rapport à ce que j'écris et ce que ça peut finalement dire de nous.
Milan, le narrateur de Jacaranda, est au départ, à l'ouverture, quand le livre s'ouvre, un jeune garçon franco-rwandais, mais finalement très inconscient, très peu au fait, pardon, de son origine rwandaise, dont on ne lui parle pas, qui n'existe pas pour lui au quotidien. En même temps, on sent qu'il grandit à Versailles, dans une famille de la classe moyenne, entre son père français et sa mère rwandaise, et en même temps, on a l'impression qu'il lui manque quelque chose, qu'il est comme qu'il va pas bien, qu'il se sent un peu étranger là où il est, et comme s'il y avait une part manquante chez lui, ou en tout cas une part de lui qu'il n'avait pas identifiée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou ressenti? Même si Milan n'est pas vous, Milan, enfin on sent qu'à travers Milan, vous faites passer des choses de votre propre ressenti dans votre relation au Rwanda. Oui, je peux dire que Milan, c'est l'enfant que j'aurais été si... c'est l'expérience que j'aurais pu avoir si j'étais né et que j'avais grandi en France dans la même configuration familiale qui est la mienne, c'est-à-dire une incapacité dans ma famille rwandaise de nous raconter le passé. Et donc on vit dans un silence, sauf que la chance d'une certaine façon que j'ai eue, c'était de vivre, de naître, de grandir au Burundi, et donc même si je ne comprenais pas la réalité politique, c'était un pays que j'avais en moi. Je comprenais les gestes, je comprenais les silences, je comprenais les lumières, je comprenais le rythme de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est en nous, qui traverse tous les pays, et de vivre dans un pays, c'est cette compréhension très, très intime qu'on ne s'explique pas. Milan, c'est un petit Français, il a vaguement conscience que sa mère vient de quelque part parce qu'elle a la peau noire, mais comme elle n'en parle jamais, il finit par oublier. Et c'est aussi des réalités, des expériences que j'ai pu entendre chez certains métis que j'ai rencontrés. Alors ça peut être des franco-rwandais, des belgo-rwandais, mais voilà, ou des gens qui ont comme ça de cultures, qui ont hérité de deux cultures, mais il y en a une qui se tait complètement. Au printemps 1994, pour une famille qui regarde la télé, on ne peut pas passer à côté de l'événement qui est en train de se dérouler au Rwanda, à savoir le génocide des Tutsis. Et donc Milan, quand il voit ces images, il se pose la question comme tout le monde, on se demande que veut dire cette violence, mais face à ça, il y a le silence de la mère, et c'est l'arrivée de Claude, de cet enfant qui lui est présenté comme un neveu ou un cousin qui va d'un coup incarner le Rwanda. Et à partir de là, ce sera difficile pour lui de faire comme si ce pays n'existait pas. Donc oui, moi ça m'a plu d'une certaine façon d'imaginer ce que ma vie aurait pu être si j'étais né et que j'avais grandi en France. Voilà, c'est aussi ça, je trouve, la beauté de l'écriture d'un roman, c'est que c'est comme il y a quelque chose de l'ordre du jeu, presque là, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir de se réinventer. Il y a Pascal Quignard qui dit grâce à la littérature, j'ai connu des vies que je n'ai pas vécues, j'ai vécu des vies que je n'ai pas vécues. Ouais, c'est à peu près ça. Avec le personnage de Claude, donc qui arrive dans la vie de Milan, ce jeune métis français,
franco-rwandais, mais vivant en France. Claude, c'est un survivant. Est-ce que c'est un personnage qu'on traite, qu'on entoure particulièrement de soins est-ce que c'est un personnage auquel on est particulièrement attentif, avec lequel on est particulièrement précautionneux, ce survivant du génocide? Oui, bien sûr. C'est vraiment très délicat pour moi de créer des personnages de fiction comme un personnage de survivant. Parce qu'encore une fois, c'est pas lointain pour moi, c'est dans ma réalité toute proche et la pire des choses, ce serait de mettre mal à l'aise des amis, ou bien de les trahir, ou bien de commettre un impair. Donc voilà, j'avance vraiment à tâtons. Tout ça est délicat pour moi. C'est vrai que l'écriture d'un livre comme Jacaranda, c'est de prendre énormément de soin pour que tout soit non pas vrai, mais vraisemblable. Voilà. Bien sûr que je veux garder une dimension fictionnelle, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est la liberté, mais il faut que ce soit vraisemblable. Et donc, oui, j'avance à pas feutrer. J'essaye de toujours me poser la question de ce que ça représente dans la vie des gens qui ont traversé l'événement, de les décrire de cette façon, de les faire réagir de cette façon. Donc c'est un très grand travail d'observation finalement. Mais c'était pas le plus difficile parce que ça fait 30 ans que je côtoie des survivants et des survivantes. Et je les côtoie dans mon intimité, donc c'était pas le plus difficile. Je pense que le plus difficile, c'était vraiment de comprendre la génération de Stella. Donc cette génération née après le génocide. Stella, c'est d'ailleurs le personnage qui ouvre véritablement le livre dans un prologue. Et donc Stella, vous le disiez, elle est née après le génocide. Et en même temps, à travers elle, vous posez la question de comment le génocide est transmis et affecte les générations qui ne l'ont pas connu, comment on vit malgré tout avec le génocide, même si on n'était pas né quand il s'est produit. Et oui, il y a quelque chose de terrible pour cette génération, c'est que ils sont dans une réalité, dans la normalité de la vie. Enfin, je veux dire, moi j'habite au Rwanda, j'y élève mes filles, ma femme y travaille, on a une vie comme on aurait une vie ici, c'est-à-dire on va à l'école, on rentre de l'école, il y a des activités sportives, culturelles, des amis. Et c'est vrai que quand parfois il m'arrive, je sais pas, de rencontrer quelqu'un à l'étranger à qui je dis que j'habite au Rwanda et qui me dit « Ah bon, mais ça va là-bas, ça s'est réglé, le génocide ?» Je dis « Bah oui, il y a la vie de tous les jours et quelqu'un qui viendrait par exemple en vacances ou qui serait là de passage ne pourrait pas se rendre compte, ne pourrait même pas imaginer qu'il y a 30 ans, c'était un charnier à ciel ouvert, c'était impossible. Et donc cette génération, c'est une génération d'aujourd'hui, branchée aux réseaux sociaux, à la modernité, qui rêve d'ailleurs, mais qui est aussi très fière d'être rwandaise et qui a les deux pieds dans le pays et dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a dans les silences, entre les lignes, et partout, à tous les niveaux de la société, le poids de ce génocide. Et c'est très difficile de le... C'est comme un regard qu'il faut, une forme vous voyez, le muscle qui nous permet de voir la beauté des choses, c'est d'avoir un regard poétique, et bien c'est le même muscle qui nous permet qu'il faut développer pour comprendre ce qui
se dit même quand ça ne se dit pas, même quand on ne dit pas. Et toute cette génération, elle est lestée par la mémoire du génocide. Il faut savoir que le Rwanda d'aujourd'hui est né sur les cendres du génocide. Dès le lendemain du génocide des Tutsis, on a aboli les cartes d'identité ethnique. Il est interdit aujourd'hui de se dire publiquement Hutu ou Tutsi dans l'espace public. Donc c'est un Rwanda qui se veut vraiment post-ethnique, une société post-génocide qui qui a tenté de tout refonder par exemple des institutions comme la justice avec les tribunaux Gacaca dont je parle dans le roman, qui aujourd'hui au Rwanda qu'il y a des incitations très grandes pour que les femmes prennent de la place dans l'espace public, mais à des niveaux de responsabilité. Donc c'est l'Assemblée nationale, je crois, qui a le plus de femmes au monde. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à avant. Mais dans cette énergie de l'avenir, de changement, eh bien, il y a comme un invariant qui est ce génocide qui est là et qui se rappelle à nous, surtout tous les ans, à partir d'avril et pendant 3 mois, où il y a des commémorations dans tout le pays, où à ce moment-là, les témoignages libèrent chez les gens des crises traumatiques très grandes. Et voilà, et ça c'est une dimension de la société qui est, tout comme la santé mentale, c'est une dimension de la société qui reste difficile à analyser, à comprendre, et surtout qu'est-ce que ça va faire, quel citoyen, citoyenne ça va faire dans les années à venir, que de vivre avec ce poids, d'autant plus que ces 30 ans c'était hier. Ça peut paraître loin, mais c'était hier, et donc les gens qui ont tué, beaucoup sont encore là, et les gens qui ont survécu, un certain nombre sont encore là. Et donc ce n'est pas encore l'histoire comme, je ne sais pas, ici pour nous, la Première Guerre mondiale. Je veux dire, cette réalité, elle est dans les familles au quotidien, elle s'exprime, et donc c'est très... on a je sais que moi j'ai beaucoup de mal à en parler dans ma vie de tous les jours avec les uns et les autres, et que c'est par la littérature parfois, par des pièces de théâtre, comme récemment on a monté avec des amis la pièce de théâtre de Petit Pays en Kinyarwanda qu'on joue dans les villages un peu partout au Rwanda. Voilà, ouais. Et donc c'est avec des objets artistiques que l'on arrive parfois à entendre la parole et de la jeunesse et des moins jeunes sur des sujets qui, dans le quotidien, sont, je dirais pas tabous, c'est pas tabou, mais qui sont très difficiles à aborder. C'est difficile à aborder, mais néanmoins, si vous écrivez, et si vous écrivez sur cette histoire du Rwanda, c'est pour la transmettre, pour nous la transmettre, c'est quand même pour qu'elle soit, pour qu'on sache. C'est vrai qu'il y a une dimension presque documentaire dans le roman, dans cette façon qu'il a, sans être une saga ou une immense fresque, de retracer de façon non chronologique, mais néanmoins de retracer plus d'un siècle d'histoire du Rwanda et ce que vous avez raconté sur l'ethnicisation de la population et la façon dont l'ethnicisation a conduit au génocide. On embrasse et on voit bien que c'est une histoire qu'effectivement on connaît mal et que vous souhaitez faire connaître. Oui, je souhaite faire connaître parce que je crois que j'ai une colère adolescente qui m'habite encore. Je dirais qu'on m'a menti. On m'a menti quand j'avais 11 ans et que j'essayais de comprendre ce qui arrivait dans la région dans laquelle je vivais. Et on m'a raconté cette fabuleuse histoire
des Tutsis et des Hutus qui n'avaient pas le même nez, et que c'était la raison pour laquelle ils soi-disant s'entretuaient, alors que pas du tout. Tout ça, un génocide, c'est pas une explosion subite de haine du jour au lendemain, parce que l'avion du président Habyarimana a été abattu le 6 avril 1994 au soir, et que le lendemain, la population prend sa machette pour dire « Ah, ces satanés Tutsis, ils ont tué notre président, donc on va se venger ». Bien sûr que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. Et du coup, le regard que moi-même je portais sur les gens, sur les gens qui m'entouraient dans mon enfance, a été un regard biaisé, un regard fallacieux, parce que l'histoire était fallacieuse, et donc j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie une bonne fois pour toutes, par exemple, qu'on arrête de dire génocide des Rwandais. Le génocide rwandais, c'est plus possible de dire ça. Les Rwandais n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Rwandais, c'est le génocide des Tutsis. Les Tutsis ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Des Hutus, bien sûr, ont été tués, mais parce qu'ils étaient opposants politiques, parce que c'était des justes, parce qu'ils cachaient des Tutsis, qu'ils refusaient de tuer des Tutsis. Donc, bien sûr qu'il y a des Hutus qui ont été tués, mais le génocide a été fait à l'encontre des Tutsis. Et donc encore aujourd'hui, en 2024, dans la presse française, en couverture de magazines, on écrit encore génocide rwandais. Et donc ça, c'est une colère adolescente qui m'habite encore, parce que je me dis que c'était comme si on se disait que c'est lointain, c'est les Africains, c'est leurs histoires, là-bas de toute façon, c'est le cœur des ténèbres, et donc il n'y a pas de pensée politique, il n'y a pas d'idéologie génocidaire comme il peut y en avoir dans l'Europe, en Europe ou en Occident, que là-bas finalement ce sont les sauvages, et que c'est comme ça, la violence elle est inhérente à leur société. Pas du tout. On aime, on pleure, on chérit les nôtres, on s'émeut devant des paysages comme ailleurs. Et quand un génocide survient, c'est que ça a été travaillé politiquement. Il y a une idéologie qui pendant 100 ans a retiré jusqu'aux racines les plus profondes de la culture d'un peuple pour lui imposer une autre histoire. Et c'est un travail politique, c'est des divisions politiques qui ont été à l'œuvre. Et donc, c'est vrai que ça, ça fait partie. En sous-texte, bien sûr, c'est pas moi, je ne veux pas utiliser le roman pour si vous voulez, défendre une thèse, par exemple, pour me parler de la responsabilité de la France. Pourquoi je ne parle pas de la responsabilité de la France dans Jacaranda? Pourtant, j'ai fait d'autres œuvres, j'ai milité tellement de fois pour dénoncer ce que la France officielle de l'époque a pu faire au Rwanda. Mais un roman, pour moi, c'est pas le lieu de porter une thèse ou de porter un combat. Par contre, je ne veux pas qu'on sorte de mes romans, surtout sur cette histoire-là. Pour Freddie Mercury, il n'y aura pas de problème sur cette histoire-là. Il est hors de question qu'on sorte de mon histoire en ayant... surtout pour le Rwanda, parce que le Burundi, c'était différent la façon dont je l'ai abordé dans Petit Pays, mais pour le Rwanda, il est hors de question qu'on sorte de l'histoire sans comprendre que toute l'histoire qui a mené au génocide était une histoire inventée de l'extérieur et ensuite reprise comme cette, après devenue idéologie génocidaire. Ça, pour moi, c'est très important, parce que sinon on continue la confusion et on rajoute le mal au mal. Peut-être que ces 30 ans, et la parution de Jacaranda et d'autres livres, hein, je pense notamment au Convoi de Beata Mumbai-Mérès, aident quand même à prendre conscience, comme vous dites, le génocide rwandais, c'est encore une expression qu'on entend beaucoup en France. Peut-être
qu'effectivement, il faut beaucoup de lectures, beaucoup de livres pour arriver à faire comprendre ce qui s'est passé. Il y a cette scène très saisissante dans le livre, qui est la scène par laquelle le Rwanda fait irruption dans la vie de Milan, qui ressemble à la façon dont le Rwanda a fait irruption dans nos vies il y a 30 ans, pour ceux qui étaient déjà adultes. Effectivement, ce sont des images à la télévision auxquelles on ne comprend pas grand-chose, on voit que c'est épouvantable, mais on est un peu laissé avec ces images-là sans comprendre véritablement ce qu'il se passe au Rwanda alors. Et cette scène est vraiment, j'ai l'impression qu'on peut tous se reconnaître en lisant ces pages, même si pour Milan, évidemment, elles ont une connotation particulière, puisque c'est une partie de son histoire. Est-ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant la rencontre, je connais moins bien votre œuvre musicale qui a commencé avant la littérature. Néanmoins, j'ai eu la chance d'assister il y a quelques semaines à une lecture musicale de Jacaranda, accompagnée par un musicien de vos amis. Oui, Samuel Kamanzi. Et qui mêlait des extraits de Jacaranda, comme vous disiez, et des chansons. Et j'ai été frappée par l'unité, en fait, par le fait qu'entre la littérature, pourtant narrative, et les chansons, il y avait une continuité dans les motifs, dans le ton. Alors c'est peut-être parce que c'était aussi votre voix, mais néanmoins, est-ce que votre geste d'écriture, il est double, d'un côté vers la chanson, de l'autre côté vers les livres, ou est-ce que effectivement c'est un même geste qui se dirige vers des formes différentes? Oui, c'est un même geste. Moi, je suis métisse, donc tout est fusionné. Et je cloisonne pas, il n'y a pas de frontières. Encore une fois, une chose qu'on a inventée dans notre région, c'est les frontières. Voilà. En Europe, la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle, alors que les gens, des gens qui n'avaient même pas mis les pieds dans nos régions ont tracé comme ça, avec des règles, des compas, des frontières, qui est encore une incidence aujourd'hui. Je veux dire, ce qui se passe à l'est du Congo est lié aussi à des questions de frontières, à des questions de populations qui se sont retrouvées de part et d'autre de frontières, qui parlent d'autres langues que l'on n'intègre pas. Voilà, donc moi je suis contre les frontières. Et dans mon geste d'écriture, pourquoi d'un coup je vais vers un roman ou une chanson, ou parfois même un film, c'est parce que il y a des formats qui évoluent, il y a peut-être parfois quelque chose que l'on dit dans une chanson n'est pas suffisant et que j'ai besoin d'un roman. Mais ça participe de la même chose, de la même, du même geste. Et donc je me nourris en fait de toutes ces formes-là, parce que ça exerce aussi mon regard au contrepoint. Et c'est ça la question. Être métisse, c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de vérité. C'est Édouard Glissant qui parlait des regards continentaux, des gens qui ont des vastes espaces et qui sont fiers de leurs vastes espaces qu'ils voudraient imposer. Eh bien, à ça, il oppose les pensées d'archipel, ces relations. Comment on est soi parce qu'on est en communication avec l'autre, et il y a toujours une forme de fragilité. Moi, j'habite pas d'un côté ou de l'autre de la frontière. Je suis mouvant et je sais que face à ce regard continental, eh bien, je suis une menace. Je suis comme quelqu'un de trouble, de dual. Et on voit bien les débats politiques sur les gens qui, comme moi, ont double nationalité. On se demande, mais alors, en cas de
guerre, tu vas être de quel côté? En fait, moi, c'est pas en cas de guerre, je vais être de quel côté. C'est que mon travail à moi, c'est de faire parler mes deux pays, c'est d'être un trait d'union, c'est d'être un rouage de cette possibilité de dialogue. Moi, je pense pas à la guerre, je pense à la paix. Voilà. Et donc, je pense que être métis, c'est pas forcément avoir deux affluents, avoir deux pays ou deux cultures. C'est plutôt une question de relation, de comment on n'est jamais dans la certitude de rien. Et c'est presque un éloge du doute et de la fragilité. C'est important pour vous la relation, le lien, c'est des mots que vous employez souvent. Effectivement, la circulation des choses, le lien pas comme quelque chose de tenu, de serré, mais le lien via un mouvement de circulation. Mais oui, parce que c'est mon expérience aussi qui parle. Si je suis dans ma famille française, eh bien j'entends leur façon de parler, par exemple. Mais c'est des petites choses. Enfin, je veux dire, c'est même pas méchant, c'est même pas. Mais je vois le regard qu'ils portent sur une autre région que je connais, qui va être le Burundi, le Rwanda, qui va être l'Afrique, qui va être, par exemple, la réalité de ce que c'est qu'être noir en France ou métis. Et puis quand je suis dans ma famille rwandaise, c'est la même chose. Et donc, je vois en fait, ils ne se comprennent pas. Ils ont des représentations, ils ont des préjugés. Et moi, j'ai grandi avec ça, en permanence. Cette espèce de regard. Et je suis... c'est aussi mon trouble de l'enfance, c'est d'être avec mon père, ma mère, et de voir que nous sommes trois dans la pièce et qu'aucun n'a la même couleur de peau et qu'aucun n'a la même réalité, expérience de vie. Je sais que avec mon père qui est blond aux yeux bleus, eh bien, il aura une autre expérience de vie, dans l'espace public, dans tant de choses que ma mère qui est noire. Et donc, et puis moi, je vais avoir une autre expérience. Et tout ça, c'est très riche en histoire, en compréhension du monde. Et ça je l'utilise aussi pour faire dialoguer mes personnages. C'est ça, mes personnages, ils ont chacun des réalités très différentes. Et à un moment donné, Claude, face à Milan qui est insistant parce qu'il voudrait comprendre la société rwandaise, il lui dit ne cherche pas à comprendre, parce que comprendre c'est encore vouloir que l'on te mâche de travail, que l'on soit là comme des guides touristiques à tout expliquer. Essaye de ressentir. Et ressentir l'autre, ça te demande parfois d'apprendre à se taire, d'apprendre simplement à écouter. Et j'ignore pourquoi, mais le fait d'être né métis m'a mis à cette place-là. Et c'est de là que vous écrivez? Et j'écris de là. Le temps avançant, je peux vous proposer, si vous souhaitez poser une question, deux questions, des questions à Gaëlle Faye. Je vois pas bien s'il y a des mains qui se lèvent. Il y a une question tout en haut là, pour le moment. Première question. Bonjour. Ah. Vous avez parlé donc, au début de cette volonté des colonialistes d'opposer les Tutsis et les Hutus, mais vous n'avez pas expliqué la raison pour laquelle ils voulaient cette opposition. La raison entre Hutu et Tutsi, enfin, pourquoi on voulait l'opposition Hutu et Tutsi. Les colonialistes ont forgé cette légende, ce mythe dont vous parlez. Ouais. Alors, c'est assez long, mais je vous conseille les livres, après je réponds, mais je vous conseille les livres de Jean-Pierre Chrétien, donc, qui était chercheur au CNRS, qui a travaillé sur la construction ethnique dans la région, et Marcel Kabanda aussi, qui est un historien rwandais.
Ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda et le Burundi étaient des royaumes, avec donc des castes sociales, étaient aussi ceux qui possédaient les vaches. La vache était la valeur monétaire ultime, et était sacrée dans la société. Donc il y avait une forme de prestige, enfin, c'était prestigieux d'être Tutsi. Était Hutu celui qui cultivait la terre. D'ailleurs, il y a une troisième ethnie qui s'appelle les Twa, dont on parle jamais, qui représente très peu de monde, mais qui existe aussi. Bon, et donc il y avait donc dans ces castes, c'était des castes sociales, comme toute caste sociale, enfin toutes, en tout cas au Rwanda, elles étaient mouvantes, c'est-à-dire dans une même fratrie, il pouvait y avoir des Hutus, des Tutsis, on pouvait être Hutu et devenir Tutsi, être Tutsi devenir Hutu. Ce qui s'est passé, c'est que quand les colons allemands sont arrivés au Rwanda à la fin du 19e siècle, donc qui était un royaume, ils ont été très surpris de l'organisation de la société. Il y avait des sous-chefs, un roi qui s'appelait le Mwami, et le roi détenait son pouvoir directement d'un dieu qu'on appelle Imana au Rwanda, et qui est pas un dieu qui est un dieu qui n'a pas de représentation terrestre. Il n'est pas dans un arbre ou dans un caillou. Et donc, déjà, c'était très troublant pour eux. Ils ont ressenti comme une forme de trop grande complexité pour une société africaine. Et donc, il y avait ce mythe, qui est un mythe créé dans le racisme scientifique du 19e siècle, que entre les populations sémites et le nègre, il y a cette espèce d'espace qui s'appelle le Hamite. C'est pas vraiment des Noirs et c'est pas vraiment des gens du pourtour méditerranéen, donc c'est le Hamite. Et donc voyant ces hommes qui étaient grands, qui avaient des visages fins, avec des nez aquilins, etc., ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas être nègres. Je mets des guillemets, mais c'était le terme employé dans la littérature de l'époque. Et donc c'était des Hamites. Et au départ, donc c'était les Tutsis. Ils ont considéré que c'était les Tutsis, Hamites, et comme ils étaient assez fascinés par ces hommes, ils ont commencé à les mettre en avant. Donc ce sont les Tutsis qui ont eu accès à l'université, qui ont été formés, qui étaient les relais entre la population et les colons. Donc après, les Belges sont arrivés. Sauf que... Et après, la carte d'identité est arrivée. Donc là, on avait des instruments anthropométriques pour mesurer les nez, les fronts, etc. Donc on a vraiment figé les Rwandais en fonction des tailles des membres, etc. Et ensuite, voilà, je la fais très vite, hein, mais c'est très long. Voilà, mais, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mouvements d'indépendance partout dans le monde. Et donc cette élite Tutsi a demandé aux colons belges et à l'Église catholique, qui était très puissante au Rwanda, a eu des velléités d'indépendance. Et donc là, il y a eu un retournement d'alliance, et le colon s'est tourné vers les Hutus, qui était la majorité de la population, en disant: vous avez été les serfs, vous avez été le tiers-état, et il faut couper la tête des nobles. Et c'est les termes qui ont été utilisés. C'est pour ça que je dis qu'on plaquait vraiment des réalités, sans parler de l'antagonisme entre flamands et wallons, qui a aussi été plaqué sur la société rwandaise, avec les Hutus dans le rôle des flamands et les Tutsis dans le rôle des wallons, qui seraient... Voilà. Et tout ça a été travaillé, et donc les alliances se sont retournées, et les Hutus, dès 1957, ont écrit un manifeste qui s'appelle le Manifeste des Bahutus, en disant que les Tutsis n'étaient pas des vrais Rwandais, qu'ils devaient être renvoyés chez eux, à savoir en Abyssinie. Et les massacres ont commencé en 1959, et à l'indépendance, donc le président Kayibanda, qui a fait partie des rédacteurs de ce manifeste,
un manifeste génocidaire, eh bien, a pris le pouvoir, et à partir de là, il y a eu des lois raciales contre les Tutsis, avec impossibilité pour les Tutsis d'être dans l'armée, d'être dans les administrations, etc. Que le Tutsi, avec toutes les idées, tout ce racisme sur le Tutsi qui serait voleur en affaires, qui serait fourbe, donc pareil, on plaquait l'antisémitisme d'Europe sur une réalité rwandaise, donc voilà. Et je vous la fais très rapide, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc je vous invite vraiment à lire par exemple Jean-Pierre Chrétien ou Florent Piton, où il y a plein de gens qui écrivent sur le temps long, et c'est une histoire complexe, mais qui a eu un vrai impact dans nos vies. Merci. Voilà. Bonjour. D'abord, bravo et merci pour... À vous après. Et moi, j'avais une question un peu drôle. Pourquoi vous avez fait le choix du prénom du héros, Milan? Et comment vous faites... comment vous nommez vos personnages dans vos romans? Je suis vraiment désolé parce que ça va être une réponse pas très intéressante, mais c'est à l'oreille. C'est vraiment à l'oreille. Je sais pas, il y a un prénom qui parle à mon oreille, et c'est comme quand on cherche une mélodie au clavier. Je sais pas pourquoi, on va choisir telle note, et je vois un peu les prénoms comme des notes de musique. Madame, à vous. Merci d'avoir patienté. Bonjour, alors moi j'ai une sensibilité. Ah, c'est bon. Bonjour. Moi, j'ai une sensibilité particulière au Rwanda. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises et je suis assez admirative de leur pouvoir de résilience. J'ai échangé avec pas mal de Rwandais et Rwandaises, et j'avais une interrogation un petit peu par rapport à vos ouvrages. Est-ce qu'il y avait une dimension thérapeutique, bien que ce soit des œuvres fictionnelles? Est-ce qu'il y avait quand même une volonté de pouvoir peut-être penser les plaies dans votre propre histoire? C'était ma question. Oui, merci. Oui, je pense de toute façon que l'art, ça nous guérit dans le sens où on peut se dire qu'on n'est pas tout seul. Donc de savoir qu'on n'est pas tout seul, c'est toujours c'est toujours une manière d'aller mieux. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul avec notre expérience, tout comme, je veux dire, découvrir la littérature sur la Shoah ou sur le génocide arménien, ça a été pour moi salutaire, parce que d'un coup je me suis dit ce qui nous est arrivé, d'autres ont traversé cette nuit-là, d'autres ont eu à se poser ces questions de comment on vit après, comment on fait avec cette mémoire, comment dire l'événement, voilà. Donc c'est aussi se sentir moins seul de passer par des... Voilà, si on va, je pense que si on ouvre un livre, c'est la raison principale, c'est ça, c'est de se dire que qu'on a notre humanité en commun, et il y a aussi dans l'écriture, ouais, c'est le même travail de permettre d'ouvrir un dialogue. Si un jour, par hasard, quelqu'un dans ma famille lit un de mes livres et me dit ah, c'est pas mal, on peut en discuter, je serai heureux. C'est pas encore arrivé, mais j'aimerais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Merci. Oui, bonjour. On parle de génocide Tutsi. Est-ce qu'on a raison? Et le moment où quand même les Tutsis, et heureusement, je dis bien heureusement, ont retourné la situation à leur avantage et finalement ont gagné cette guerre civile, ça prouve quand même qu'il y avait encore une force assez grande, assez importante pour un tel résultat. Pardon, je n'ai vraiment pas compris, monsieur,
que les Tutsis ont retourné leur situation à La guerre civile, Quelle guerre civile, Il n'y a pas eu de guerre civile, monsieur. gagnée par les Tutsis. Non, absolument pas. Il n'y a pas de guerre civile. Quelle guerre civile? Vous parlez de quelle guerre civile? Tutsis contre Hutus. Voilà, en fait, c'est typiquement ce que j'étais en train de dénoncer tout à l'heure, que vous êtes en train de répéter. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un génocide contre les Tutsis. Il n'y a pas eu de guerre civile, monsieur. Oui, mais les Hutus, ensuite, n'ont plus dirigé le pays. Les Tutsis ont dirigé le pays. Aujourd'hui, ça encore, c'est une vision, c'est une vision de l'Europe sur la société rwandaise. Aujourd'hui, au Rwanda, ce sont des Rwandais qui dirigent le Rwanda. Ce ne sont pas des Tutsis. Il y a personne qui est favorisé parce qu'il est Tutsi dans la société rwandaise. Il y a des gens, les gens qui sont en poste au Rwanda, c'est autant des Hutus que des Tutsis. Sauf qu'aujourd'hui, dans leur origine, sauf qu'aujourd'hui, on ne se définit plus en tant que Hutu ou Tutsi, nous sommes Rwandais. Donc c'est aussi très, très difficile pour nous, depuis le Rwanda, à chaque fois qu'on nous ramène cette histoire de Hutu et Tutsi, alors que l'on ne se considère plus en tant que Hutu ou Tutsi, mais en tant que Rwandais. Donc c'est aussi, moi, un appel que je fais, c'est-à-dire que de respecter la décision des Rwandais, de se considérer en tant que Rwandais et non plus en tant que Hutu et Tutsi. On est obligé de parler de Hutu et Tutsi parce que notre histoire fait que nos familles ont été tuées parce qu'elles ont été considérées comme Tutsi. Donc, d'ailleurs, ça a été très compliqué parce que aujourd'hui, au Rwanda, comme ces mots-là ne sont plus dans l'espace public. Dans les premières années, on n'entendait plus Hutu et Tutsi dans l'espace public. Et les négationnistes ont utilisé le terme de génocide rwandais pour dire de toute façon, des Hutus ont été tués, des Tutsis ont été tués, voilà, cette fameuse guerre civile interethnique. Et donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de gentil, un dans chaque camp, et donc pas de responsabilité. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a eu le génocide des Tutsis. Et comme je disais, des Hutus ont été tués, effectivement, pendant le génocide, même après. Je parle aussi de... mais on ne va pas rentrer dans le débat de ce qui se passe au Congo et de la guerre du Congo actuelle. Mais en tout cas, sur la situation du printemps 94, il n'y a pas eu de guerre civile, il y a eu un génocide à l'intérieur d'une guerre, une guerre qui était une guerre entre deux armées, qui était le Front patriotique rwandais et les forces armées rwandaises. Mais les Tutsis n'ont pas pris le pouvoir. Le Front patriotique rwandais a arrêté le génocide. Il était constitué effectivement de fils d'exilés, Tutsis, mais qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils décrètent que les ethnies n'existent pas. Sauf que comme les négationnistes utilisaient ce terme rwandais pour essayer de noyer les responsabilités de génocide rwandais, eh bien, le terme de génocide des Tutsis s'est imposé peu à peu pour bloquer cette tendance des négationnistes à noyer les responsabilités. Et donc, moi, par exemple, ma fille, qui est à l'école, qui jamais on a parlé de Hutu et Tutsi, elle revient de l'école il y a quelques années, elle avait 6-7 ans, parce que des affiches écrivent génocide des Tutsis, et elle nous demande, et nous on est quoi? Hutu, Tutsi. Et donc là, on est obligé de raconter l'histoire, lui dire, oui, on a une histoire où nos familles étaient Tutsis. Et ont été tués parce qu'elles désignaient comme Tutsi. Mais aujourd'hui, tu n'es pas Tutsi, aujourd'hui, tu es rwandaise. Voilà notre réalité. Et c'est important, vraiment important que l'on respecte les Rwandais dans leurs décisions, de ne plus se voir comme des ethnies, mais comme un seul peuple. Une ou deux questions, ça dépendra. Bravo, hein, encore.
encore une fois. Bonsoir. Moi, je vais te poser une question plus sur le métissage, parce que les métis deviennent de plus en plus de partout dans le monde, et tu es quand même un des plus beaux représentants du métissage. Il le sait, je l'ai déjà dit. J'ai des enfants métis, donc je me sens très concernée sur cette question. Est-ce que tu prévois des projets artistiques autour du métissage pour répondre à l'adolescent métis qui se pose beaucoup de questions, je pense dans tout le monde. Est-ce que tu en as envisagé? Est-ce que tu étais dans un projet pour ça? Merci. Merci beaucoup. Écoute, c'est compliqué en fait d'être métisse. Et je voudrais pas en faire une catégorie à part. Moi, j'aspire à ce que dit France Fanon, c'est-à-dire qu'un jour on n'est plus on voit plus, on se dise plus je suis blanc, je suis noir, je suis métisse. Donc, et les expériences, en fait, être métisse, c'est une expérience, c'est une expérience vécue. Donc, je peux ressentir des choses en tant que métisse qu'une personne à côté de moi ne ressent pas du tout. Par exemple, je sais que peut-être tu connais ma chanson Métisse, voilà. Ma femme qui est métisse, quand la première fois qu'elle a entendu la chanson, elle m'a dit « De quoi tu parles ?» J'ai jamais ressenti ce tiraillement entre mes identités. Et moi, je me suis toujours senti à ma place partout, alors que moi, j'avais toujours l'impression d'être l'autre dans le regard des gens. Et donc c'est tellement de vécu que je ne saurais pas trop comment faire un projet métis ou pour les métis. Voilà, je tâtonne. Mais un roman comme Jacaranda, c'est un regard métis. Milan, c'est ça. C'est un regard métis parmi d'autres regards métis. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un podcast avec une journaliste chercheuse franco-rwandaise qui s'appelle Jessica Mouisa, et donc c'était autour du métissage. Et nous parlions de ce que c'est qu'être métis dans la société rwandaise. Donc on est considéré comme des blancs. On nous appelle d'ailleurs Muzungu. Donc quand on est voilà, on se balade, des enfants, ah Muzungu, Muzungu, blanc. Et mon père qui est blond aux yeux bleus, il se balade dans la rue, on lui dira aussi Muzungu, Muzungu, blanc. Donc c'est-à-dire donc on est blanc. Et on se demandait, est-ce qu'il y avait du racisme contre nous dans cette désignation de blanc? En fait, pas du tout. C'est une forme de... En fait, il y a quelque chose de prestigieux à être blanc. Jamais on va nous refuser d'entrer dans un restaurant parce qu'on est blanc. Donc les seules, on va dire, expériences désagréables qu'on peut vivre, c'est qu'on va payer plus cher, par exemple. Parce qu'on présuppose qu'on a, voilà, on a plus d'argent. Et donc, il y a cette réalité du métis dans la société rwandaise. Mais il y a une autre réalité dont on n'entend pas parler. C'est l'enfant métis qui naît à la campagne, parce qu'un blanc est passé par là, qu'il a couché avec une femme rwandaise, qui part. Et cette femme, par exemple, est paysanne. Et donc, elle a cet enfant au village. Et donc là, l'enfant, il n'a pas le prestige d'avoir un parent blanc, de vivre en ville. Sa mère est noire, il est pauvre, il vit sur la colline. Et bien, ces enfants métis-là, qu'on entend, on n'entend pas ces expériences-là, mais j'ai pu discuter avec certains d'entre eux. Eh bien, eux, ils sont victimes d'un vrai racisme. On leur jette des pierres, on est affreux avec eux, on leur dit que ce sont des enfants du diable. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, métis, c'est vraiment des réalités différentes en fonction de son vécu. Allô? Allô, oui, bon. C'est la toute dernière question. Bonsoir à vous. Qu'en est-il du Burundi pour vous maintenant? Puisque Burundi et Rwanda sont deux frères. Oui. Ce n'était qu'un seul pays avant la colonisation, avant les frontières. Deux royaumes. C'était deux royaumes. Okay.
Qu'en est-il pour vous maintenant? Honnêtement, parce que je vous ai découvert par la musique et par les tambours du Burundi. Qui sont magnifiques, les tambours du Burundi. C'est extraordinaire. J'ai voyagé, j'ai vécu quelques expériences. C'est fascinant. C'est fascinant. Eh bien, le Burundi, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que, bon, déjà ethniquement, ça a été très différent. Au moment des indépendances, au Burundi, ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir. Donc, la minorité ethnique et qui gouverne. Et donc, en 1993, et c'est ce que je raconte dans Petit Pays, il y a un président Hutu qui arrive au pouvoir par les urnes, suite au discours de Mitterrand à la Baule qui enjoignait les pays africains à rentrer dans des processus de démocratie pour, si vous voulez, continuer à avoir des aides de la France en gros. Et donc voilà, que ce soit au Rwanda, au Burundi, dans plein de pays africains, on a assisté comme ça à des élections qui souvent ont mené à la catastrophe. Et au Burundi, c'est ce qui s'est passé, c'est que donc Melchior Ndadaye, le premier président Hutu élu, est tué par l'armée Tutsi quelques semaines après son arrivée au pouvoir. Et donc la guerre, là, il est question d'une guerre civile au Burundi. Donc aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a eu des accords de paix sous l'égide de Nelson Mandela au début des années 2000, que le pouvoir qui a été mis en place, ce sont des gens qui étaient dans le maquis, Hutu, parce qu'aujourd'hui au Burundi, et c'est ça, c'est aussi toute la complexité en fait de la région, c'est que au Burundi, il y a encore la configuration ethnique existe encore, c'est-à-dire que les Burundais n'ont pas de mal à se définir en tant que Hutu et Tutsi. Il y a même à l'intérieur de la société, dans les administrations, il y a des quotas. Donc vu du Rwanda, c'est de la folie, mais c'est leur choix, c'est leur réalité. Et donc là, les gens qui sont au pouvoir, de mon point de vue, ont saboté le pays parce que il y a une répression terrible. Aujourd'hui, ils ferment les frontières. Il y a une crise économique très profonde. C'est le pays le plus pauvre au monde, le Burundi. Et il y a très peu je trouve, de perspectives d'espérer, si ce n'est la jeunesse. Mais la jeunesse qui n'a pas de travail, qui rêve d'exil, etc., je sais pas ce qu'elle peut bien faire. Donc, j'ai pas trop envie de parler du Burundi parce que je n'y suis pas retourné depuis 2015 pour ces raisons politiques-là. La situation est préoccupante et n'est pas du tout en train de s'améliorer. Pour vous, personnellement, que vous en reste-t-il de l'enfance, oui. d'un point de vue affectif, d'un point de vue... C'est mon pays d'enfance, ce sera toujours le pays, c'est mon premier pays, c'est le pays de mon cœur. Mais c'est aussi ce que je disais dans Petit Pays, c'est que est-ce qu'on est exilé de son pays ou de son enfance? Je ne sais pas. Le pays que j'ai connu n'existe certainement plus. On va vous retrouver à la librairie dans quelques minutes à la Galerie. Merci infiniment d'avoir fait cette